va continuer donc avec notre programme cet après-midi avec une présentation du docteur Didier Jutras-Assouad. Je ne sais pas si c'est la peine que je vous le représente, mais quand même, médecin, psychiatre spécialisé en psychiatrie des toxicomanies, chercheur au centre de recherche du CHUM, aussi professeur titulaire à l'Université de Montréal et directeur du CECTC. Donc, la parole est à vous. C'est correct? Oui. Ouf! Alors, effectivement, je suis le même que tout à l'heure. Je n'ai pas changé de fonction depuis ce matin. Alors, merci d'être de retour, d'être si discipliné, mais quand même de jaser. C'est un des buts de cette journée-là. Alors, je change un petit peu je change à moitié de chapeau. Est-ce que c'est normal, messieurs de la technique, qu'il y ait une association entre cet écran et celui-ci? Merci. Alors, vous voyez ici mes conflits d'intérêts. Donc, peut-être là voilà, plus grand. Merci, c'est gentil. Alors, voici ici mes conflits d'intérêts. Essentiellement, là, ma programmation de recherche comme chercheur ici au Centre de recherche du CHUM est financée en fait entièrement par des entités publiques que vous voyez ici, que je remercie aussi chaleureusement. Évidemment, je ne vais pas uniquement présenter les travaux ici qu'on mène au Centre de recherche du CHUM, mais certains. Évidemment, cette recherche-là ne se fait pas sans le soutien de ces entités. Il y a 2 conflits d'intérêts, vous voyez là, je reçois du matériel de recherche pour des essais cliniques, mais qui sont financés donc par des organismes subventionnaires gouvernementaux. Et j'aimerais aussi reconnaître donc que je vis, évidemment, et je travaille. On est tous aujourd'hui à Tiohtià:ke, qui est aussi connu sous le nom maintenant de Montréal, qui est un territoire, sur les territoires non cédés de la nation Kanien'kehá:ka. Et évidemment, vous allez le voir, il y a des activités de recherche dont je vais parler qui ont lieu un peu partout au Québec, mais aussi d'ailleurs ailleurs au Canada, aussi dans bien des cas des territoires qui sont non cédés. Alors, aujourd'hui, on va parler, enfin aujourd'hui, moi, cet après-midi, pour les prochains 32 minutes qui me restent, d'alcool et de cannabis. Alors, évidemment, puis on jugeait quand on faisait la journée, c'était important de vous parler d'alcool et de cannabis. Évidemment, puis vous avez entendu beaucoup parler ce matin de réduction des méfaits, réduction des risques en lien avec, puis c'est un peu, je dirais, en filigrane de tout ça, là, en lien avec la consommation beaucoup d'opioïdes, de stimulants dans une certaine mesure de sédatifs. Puis évidemment, c'est très important, puis je pense qu'on a des exemples patents avec évidemment beaucoup de morbidité et de mortalité. On a d'autres substances, évidemment, qu'on utilise, dans le cas de l'alcool et du cannabis, qu'on utilise même, je dirais, plus largement, avec parfois des effets qui prennent un peu plus de temps avant de s'opérer, donc qui sont peut-être un peu parfois moins spectaculaires, mais lorsqu'on regarde les données populationnelles, partout dans le monde, étude après étude qui regardent le fardeau associé aux substances viennent nous rappeler que notamment l'alcool est la substance et de loin à laquelle est associé le plus de fardeau à la fois individuel et populationnel. Donc, je pense qu'il y a lieu de s'y intéresser. On va parler un petit peu puis pas uniquement vous parler des risques associés à ces substances-là. J'aimerais peut-être avec vous mettre davantage d'emphase sur certains comportements de consommation, certains facteurs qu'on peut moduler, sur lesquels on peut avoir un impact et qui peut effectivement possiblement diminuer les risques associés à l'usage de ces substances-là. Et je vais aussi rapidement couvrir un peu quelques exemples, vous allez le voir, d'interventions, de stratégies, de programmes de réduction des méfaits associés à ces substances-là, en vous parlant un peu en fait, dans certains cas d'adaptation qui ont été faits spécifiquement pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, et peut-être aussi en vous soulignant les champs où on a peut-être un effort à faire pour s'assurer que nos interventions de réduction des méfaits par rapport à l'alcool et au cannabis sont vraiment bien adaptées aux besoins parfois spécifiques des gens qui ont aussi un autre trouble sur le plan de la santé mentale. Je vais commencer par le cannabis. Vous avez ici les données de l'enquête québécoise sur le cannabis qui vous montre un peu l'évolution dans les années suivant la légalisation du cannabis. Vous le voyez ici, les données, du moins au Québec, globalement, semblent indiquer qu'il y a une légère augmentation de la consommation de cannabis. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on semble le voir s'opérer surtout chez les adultes, un peu moins chez les jeunes, en fait, où il y a même des tendances à une légère diminution, ce qui en a peut-être surpris certains, peut-être pas d'autres.
Mais donc, peu importe je dirais, les tendances en termes d'usage de cannabis, le cannabis reste une des substances, après l'alcool, là, qui est le plus fréquemment consommé. Vous avez des pourcentages ici, donc vous voyez certains groupes d'âge là, où on parle de 30-40% des gens qui vont s'exposer à cette substance-là dans la dernière année, du moins les adultes de 15 ans et plus. Donc, c'est une substance qui est extrêmement fréquemment consommée, sans évidemment certainement pas quelque chose qui va vous surprendre. Avec des collègues, en fait, il y a quelques mois de ça, avec Bénédicte Fischer-Wainard, on a fait un peu des réflexions, analyse un peu de la littérature pour faire un peu un bilan, en fait, de cette légalisation-là, quelques années plus tard, avec, je dirais, un certain nombre de constats, puis c'est moins le but de la rencontre d'aujourd'hui, mais essentiellement qui semble nous indiquer qu'il y a dans l'ensemble des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Clairement, des bonnes nouvelles en termes de justice sociale, d'équité, de baisse de judiciarisation, qui sont des bénéfices dont on ne parle pas tant, mais qui clairement ont un impact évidemment sur le bien-être, mais aussi la sécurité et la santé des gens. D'autre part, aussi quand même des indicateurs de santé publique qui nous semblent nous indiquer que dans l'ensemble, sans qu'il y ait nécessairement d'hécatombe, il y a des indicateurs qui nous semblent que la situation est relativement stable ou dans certains cas légèrement détériorée. Mais d'une façon ou d'une autre, les dernières années nous ont aussi montré à quel point il y a de la place pour faire mieux, pour mieux intervenir, pour mieux réduire les risques, pour mieux soutenir une consommation qui est plus sécuritaire, et notamment dans le contexte de populations qui ont peut-être un risque un peu plus élevé d'avoir des effets délétères du cannabis. Je passerai rapidement là-dessus, mais simplement pour vous rappeler là, que sur le plan de la consommation de cannabis, on commence à avoir une littérature qui est de plus en plus abondante, qui nous montre que le cannabis peut avoir, dans certaines circonstances, puis je vais y revenir dans quelques instants, avoir un effet sur certaines conditions, pas toutes. On a maintenant une littérature qui nous montre justement pour quelles conditions, sur le plan notamment de la santé cardiovasculaire, pulmonaire, le cannabis peut parfois avoir des effets délétères. Maintenant, des études qui nous montrent que finalement les impacts sont probablement moins importants qu'on le pensait, notamment sur le risque sur le plan oncologique. Et aussi, on a maintenant des données, je dirais probablement les données les plus abondantes qu'on a sur l'effet du cannabis. Ça concerne les troubles mentaux, avec notamment, vous le voyez, ça c'est en fait un regroupement des méta-analyses qui ont été faites sur le sujet, donc des méthodes relativement robustes et qui semblent nous indiquer, est-ce que j'ai non, je n'ai pas de pointeur. Dans le fond, là, ce que vous voyez là, en haut de la figure, là, les losanges bleus avec les bases, que ça nous montre donc à droite de la ligne noire dans le milieu, que finalement la consommation de cannabis est associée à un risque accru de différentes problématiques sur le plan de la santé mentale, que ce soit les symptômes de manie, la psychose et aussi là, les tentatives suicidaires. Il y a aussi des données qui sont aussi de plus en plus abondantes qui nous montrent en fait que lorsque des gens qui ont déjà un problème de santé mentale, pas seulement des gens qui souffrent de troubles psychotiques, qui consomment du cannabis, de façon générale, cette consommation-là va être associée à un effet délétère sur la progression des symptômes. Je dis de façon générale parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est un rassemblement évidemment de plusieurs individus. Je travaille avec des gens qui consomment du cannabis, qui ont des troubles psychotiques. Certaines personnes ont un trouble psychotique, consomment du cannabis, n'auront pas d'effet délétère associé à cette consommation-là, mais statistiquement parlant, sur le plan populationnel, on voit que dans l'ensemble, ce groupe-là, lorsqu'il consomme du cannabis, a tendance à moins bien évoluer, notamment sur le plan des symptômes psychotiques et aussi de l'adhésion là, au traitement. Je dirais que quand on regarde un peu la littérature des dernières années, une des choses, en fait, qu'on remarque lorsqu'on porte plus attention, je dirais, aux efforts qui ont été faits pour intervenir entourant la consommation de cannabis chez les gens qui ont des troubles de santé mentale, je dirais qu'il y a quand même passablement, ou la grande majorité des études et des efforts qui ont été faits pour développer des interventions qui visaient à faire en sorte que les gens cessaient leur consommation de cannabis. On a maintenant des méta-analyses, je ne reprendrai pas tout le détail de ça, là, mais essentiellement, on a maintenant des méta-analyses qui semblent nous montrer que ces interventions-là ont un effet léger, dans certains cas modéré, mais je dirais que l'effet est relativement subtil sur la consommation de cannabis avec, quand on regarde les études, une majorité de personnes donc, qui ont des troubles, par exemple des troubles psychotiques, qui ont une consommation de cannabis problématique, qui vont participer à un essai où il y a une intervention, donc des gens en général qui sont très bien motivés, qui sont bien sélectionnés. Et quand on regarde ces études-là, la majorité des gens qui eux-mêmes se disent motivés à cesser leur consommation de cannabis, la majorité de ces gens-là, après l'intervention, vont continuer ou reprendre une consommation de cannabis. Ce qui fait que même dans un contexte idéal, vous avez, quand les cliniciens dans la salle, là, le contexte est vraiment idéal, parce que ce n'est pas la majorité des gens qu'on rencontre en clinique au quotidien. Quand vous avez un contexte idéal de quelqu'un qui dit « j'ai une consommation problématique de cannabis, je veux une intervention, je veux arrêter de consommer », cette personne-là, aussi
ces gens-là ont plus de chances que l'inverse de continuer à consommer du cannabis et à s'exposer à cette substance-là. Ce qui me fait dire, puis bon, les plus vieux cliniciens dans la salle vont reconnaître là, ces concepts-là là, de l'approche de Prochaska et du Clemente, qui vient, bon, évidemment qu'il y a des défauts, des qualités, tout ça, mais qui vient aussi nous rappeler que peu importe où est la personne dans les stades de changement, on peut faire quelque chose, on peut être avec la personne à tout le moins, on peut l'accompagner, puis parfois même on peut prodiguer de l'aide et certaines interventions. Et ce que je viens de dire là s'applique aussi, puis j'aurais même tendance à vous dire quasiment particulièrement à quelqu'un qui n'est pas motivé à cesser sa consommation, ce qui est un peu l'inverse du paradigme habituel où on dit souvent qu'il faut que la personne veuille s'aider puis que c'est là qu'on peut intervenir. Et au contraire, même quand les gens consomment activement, c'est probablement là qu'on peut avoir un impact encore plus significatif sur la morbidité et potentiellement la mortalité dans le cas de certaines substances. Et comment on fait ça, en fait? Comment on fait pour intervenir? Bien, je pense que ça vient nous rappeler, bon, évidemment, il y a la loi de l'effet qu'on connaît bien en dépendance qui vient nous dire un peu que les effets d'une substance vont être dictés non seulement, évidemment, par la substance et ses effets, mais aussi par la personne qui la consomme et le contexte. Et lorsqu'on regarde l'ensemble de la littérature sur les effets du cannabis et ses effets sur la santé, particulièrement la santé mentale, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une panoplie de facteurs qui vont faire en sorte que quelqu'un qui consomme du cannabis a plus ou moins de chances de développer des problèmes associés à sa santé mentale. Et la même chose, évidemment, pour quelqu'un qui a déjà un problème de santé mentale puis qui va consommer du cannabis, tous ces gens-là n'ont pas le même risque. Et ce risque-là, dans ces facteurs-là, il y en a certains, évidemment, qu'on ne contrôle pas, notre génétique notamment, et puis ça, il n'y a pas grand-chose à faire, en tout cas du moins en cette ère. Mais il y a certains comportements qui sont modifiables. Je ne dis pas qu'ils sont aisément modifiables, mais qui sont modifiables. Par exemple, le type de cannabis qu'on consomme, la dose, la fréquence, le contexte dans lequel on va, le moment où on va consommer cette substance-là, qui sont tous des facteurs qui peuvent faire en sorte que la personne a plus de chances ou moins d'avoir des risques associés à sa consommation de cannabis et qui nous offrent aussi toutes sortes de possibilités d'intervention, particulièrement dans un contexte où quelqu'un a déjà certains facteurs de risque, comme un trouble de santé mentale existant, particulièrement les gens qui ont un trouble de santé mentale sévère. On a la chance, je dirais, pour ce qui est du cannabis, d'avoir déjà un certain nombre d'efforts qui ont été faits pour justement identifier ces facteurs dits modifiables. Un collègue, Bénédicte Fischer, dont je parlais tantôt, a mené maintenant plusieurs années un effort justement pour développer des recommandations pour un usage à plus faible risque du cannabis. Et il y a eu différentes itérations, mais essentiellement qui vient vraiment résumer, je dirais, sur les données scientifiques, cerner là, les principaux facteurs que justement quelqu'un peut modifier pour avoir une consommation qui est à plus faible risque. Évidemment, puis c'est la limite, vous allez voir, on s'y attaqué, mais une des limites évidemment de ces approches-là, c'est que ça a été pensé, ces recommandations-là, du point de vue populationnel. Donc, ça n'a pas été pensé en fonction de quelqu'un qui a vraiment une condition spécifique, quelqu'un, par exemple, qui a un trouble de santé mentale très sévère, qui consomme plus ou moins fréquemment. C'est vraiment des recommandations générales faites à la population pour que, au niveau populationnel, c'est évidemment, si on adopte plus ces comportements-là, on a plus de chances, évidemment, qu'à l'échelle sociétale, on ait moins d'effets délétères du cannabis. Vous voyez un peu de quoi ça peut avoir l'air. C'est peut-être un peu petit, mais essentiellement, ces outils-là sont largement disponibles. On a au Québec notamment la Direction de la santé publique de Montréal qui avait fait d'ailleurs certaines adaptations entre des produits dérivés de ces recommandations-là. L'esprit de ces recommandations-là se retrouve dans beaucoup des informations là, qui sont rendues disponibles notamment par les instances gouvernementales, puis essentiellement là, qui regroupent là, quelques recommandations, notamment en lien avec le type de produit consommé, le fait d'éviter les cannabinoïdes synthétiques, certains éléments. En fait, notamment, on fait des mises en garde là, sur les modes de consommation, notamment le fait là, de consommer des produits avec combustion. Et aussi, par exemple, des comportements comme inspirer, évidemment, et garder pendant des périodes plus prolongées les bouffées là, lorsqu'on consomme du cannabis de façon inhalée. On parle également de la conduite automobile. Donc, vous voyez, encore là, toutes des recommandations, puis je les dis toutes, puis probablement qu'il n'y a rien de très nouveau pour vous, mais viens les regrouper et je dirais sont importantes parce que quand on regarde, d'ailleurs, des études qui ont été faites pour voir au niveau populationnel jusqu'à quel point les gens suivent ces recommandations-là, puis on a quand même une partie importante de la population qui, évidemment, ne suit pas ces recommandations-là. Donc, pour tourner ça à la positive, on a quand même beaucoup de place sur le plan de la santé publique pour améliorer ou en tout cas faire en sorte que les gens ont des comportements un peu plus sécuritaires.
Évidemment, pour revenir à l'enjeu, puis pour revenir au thème de la journée, c'est que ces recommandations-là, vous les avez vues, sont assez générales, sont faites, je dirais, pour l'ensemble de la population, une majorité, évidemment, qui n'a pas des problèmes de santé mentale plus sévères, avec certaines recommandations, d'ailleurs, qui placent les gens qui ont une problématique de santé mentale dans une espèce d'impasse, où on dit, par exemple, que si vous avez une problématique de santé mentale, vous ne devriez probablement pas consommer de cannabis, mais si vous avez une schizophrénie, vous avez 43 ans, vous fumez du cannabis depuis 15 ans, il est un peu trop tard. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Puis ces personnes-là ne sont pas uniques, puis il y en a un grand nombre. Donc, on a décidé de s'attaquer à un groupe, pour mettre à jour, puis surtout adapter ces recommandations-là, mais dans un contexte où on a des gens qui sont soit au risque de développer une psychose ou qui ont déjà développé un trouble psychotique, avec vraiment le même esprit où on a analysé les données probantes sur les facteurs modifiables associés à la consommation de cannabis, mais avec un prisme évidemment de gens qui ont une problématique de santé mentale. Et on a adapté donc ces recommandations-là. Et vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Essentiellement, il y a évidemment des recommandations qui recoupent un peu celles qui viennent des recommandations pour l'usage à plus faible risque de cannabis, là, qui sont dites régulières, ou les recommandations originales, mais qui viennent porter attention à certains éléments plus particuliers pour la psychose. On parle évidemment à nouveau du contenu. On va parler notamment évidemment de la suggestion de consommer des produits avec plus faible concentration en THC. On vient clarifier aussi défaire certains mythes entourant l'effet protecteur du cannabidiol. Ça me fera plaisir de vous en reparler si ça intéresse certains. On parle aussi des seuils à partir duquel vraiment on voit une augmentation de la morbidité autour d'une fois par semaine. On parle des modes de consommation. On est plus dans une dynamique où on recommande aux gens de s'informer sur les particularités, les avantages et inconvénients de chacun des modes de consommation. On parle évidemment des risques associés au mélange de substances, de l'impact que peut avoir évidemment la consommation, surtout plus intensive ou à haute teneur en THC sur l'évolution des symptômes, l'interaction médicamenteuse potentielle entre les produits à base de cannabis, surtout lorsque c'est utilisé avec combustion, et certaines médications psychiatriques. On suggère de prendre des pauses, même pour quelqu'un, par exemple, qui ne voudrait pas cesser de façon permanente. Donc, une panoplie, vous voyez, de recommandations, dans certains cas qui recoupent les recommandations régulières, mais dans certains cas aussi qui vont particulièrement être adaptés au contexte de quelqu'un qui a aussi un usage de cannabis, qui ne veut pas nécessairement cesser dans un contexte de troubles de santé mentale, en portant aussi une attention aux effets sur le plan de la santé physique de cette consommation-là. On a, puis évidemment, je dirais, ce travail-là était le début du travail. Il y a eu beaucoup ensuite de travail fait pour s'assurer que ces données-là et je dirais cette synthèse un peu des connaissances scientifiques allait pouvoir être utile d'abord pour les gens, les principales personnes pour qui on a fait ça, des gens qui ont un trouble de santé mentale qui consomment du cannabis, donc dans un langage qui est compréhensible. Et croyez-moi, certaines fois, les articles scientifiques ne sont pas dans un langage compréhensible. Et aussi des outils que les cliniciens pourraient utiliser, cliniciens dans le sens large, donc des personnes qui interviennent auprès de ces personnes-là pour pouvoir en fait utiliser ces données-là, mais à bon escient. Donc vous avez là un lien, là, vous pouvez avoir accès évidemment aux outils cliniques en question, sinon vous pouvez les trouver là, en consultant le site du Centre d'expertise de collaboration en troubles concomitants. Et donc, toutes sortes de produits qui ont été développés avec des cliniciens, avec des personnes avec expérience vécue. Je pense notamment, là, on a aussi une postdoctorante, Lucie Chester, qui a participé à cet effort-là, plein de gens dans le laboratoire, je pense aussi à Anita Vongel qui a fait partie de ces efforts-là, où on a donc développé un résumé des données probantes, une brochure vraiment qui est assez simple pour synthétiser un peu les recommandations. On a aussi créé des outils parce que souvent, ce que les gens nous disaient, l'enjeu, c'est pas tant l'information, mais c'est comment, c'est surtout les personnes avec expérience vécue qui nous le disaient, c'est comment je me fais dire ou de transmettre cette information-là. Donc, on a créé une aide au dialogue qui permet d'avoir un échange plus productif pour les cliniciens, puis éviter parfois des attitudes, parfois c'est très involontaire, mais des attitudes ou des mots qui peuvent être un peu perçus comme stigmatisants ou qui sont stigmatisants pour les personnes qui consomment du cannabis. On a donc aussi des affiches, aussi un outil pour la personne qui voudrait amorcer une réflexion sur sa consommation de cannabis, qui n'est évidemment pas uniquement centrée sur l'arrêt ou la diminution, mais qui peut aussi soutenir quelqu'un qui voudrait changer certains comportements associés à l'usage de cannabis. Alors, je vous parle de ces outils-là, puis vous avez vu, il y a un effort qui a été fait pour aussi développer là, une panoplie de modalités pour faire en sorte que, dans le fond, les données scientifiques qu'on a sur l'impact du cannabis sur la santé mentale, mais aussi ces facteurs modifiables-là, puissent
éventuellement être d'abord communiqué puis utilisé par les gens qui ont une expérience et qui consomment du cannabis et qui ont un trouble de santé mentale, mais aussi les personnes qui les accompagnent. Évidemment, puis on l'a bien entendu ce matin, on vit dans une ère où, puis je pense particulièrement aux collègues un peu partout dans le réseau, les organismes communautaires qui interviennent auprès de gens puis qui accompagnent les gens qui ont un problème de santé mentale sévère, où la liste d'épicerie est très longue en termes de ce que les gens ont à faire. Il faut s'occuper évidemment de la santé mentale de ces gens-là. Sur le plan psychosocial, il y a la médication, il y a la santé physique de ces gens-là, il y a le retour à l'emploi, le retour au travail, toutes les recommandations plus spécifiques par rapport notamment à la psychose. Et quand vous faites la liste, j'ai beaucoup d'empathie pour ces cliniciens-là au quotidien, dans un contexte évidemment qui n'est pas toujours simple et des ressources limitées. Et ce qui fait en sorte que quand on regarde les données, je dirais les bonnes pratiques en termes d'accompagnement des consommateurs de cannabis parmi les gens qui ont un problématique de santé mentale, même dans un contexte, puis je pense notamment aux cliniques de premier épisode psychotique qui sont très bien structurées ou assez bien structurées avec des standards où on voit la pénétrance, je dirais, de ces interventions-là qui est assez faible. Et c'est là, je pense qu'il faut penser un petit peu à l'extérieur de la boîte. On a un certain nombre d'applications, notamment numériques, technologiques, qui permettent d'accompagner les cliniciens, qui permettent parfois même à des personnes qui utilisent du cannabis par eux-mêmes, de façon autonome, de réfléchir, de faire évoluer leur comportement de consommation de cannabis. Je dirais que, vous en avez quelques exemples là, beaucoup de ces interventions-là sont centrées autour de la diminution ou de l'arrêt de la consommation de cannabis. Et je dirais, deux autres éléments, souvent, quand on regarde en fait, les niveaux d'évidence sont très variables. Donc, il y a certaines de ces interventions-là qui ont été étudiées, d'autres qui ne l'ont pas été. Donc, encore là, je pense peut-être des standards, plus éditorial des standards, je pense qu'on n'applique pas aux interventions numériques, mais pour lesquelles on est très sévère quand vient le temps de faire des interventions face à face. L'autre élément, c'est que souvent, ces interventions-là, qui pourtant, en théorie, dans la population générale, ont été démontrées comme ayant un potentiel pour réduire la fréquence de consommation, jusqu'à maintenant, n'ont pas été spécifiquement adaptées, pensées en fonction des gens qui ont des troubles de santé mentale, particulièrement les gens qui ont un trouble de santé mentale plus chronique ou sévère. Pour être optimiste, avant de vous parler d'alcool, il y a, je pense, quelques pistes plus positives. On a développé notamment ici au CHUM en collaboration avec plusieurs partenaires, des personnes avec expérience vécue et des cliniciens, des applications mobiles spécifiquement centrées autour de la consommation de cannabis pour les jeunes qui ont un trouble psychotique, où, dans le fond, on a deux applications. D'abord, une application là, qui est l'application CHEMS, qui vise vraiment à accompagner les gens qui désiraient diminuer ou cesser leur consommation. Mais on a aussi développé une application spécifiquement qui s'appelle I Can Change, qui est spécifiquement pensée et faite pour des personnes qui, d'emblée, disent qu'ils ne veulent pas nécessairement diminuer leur consommation de cannabis, mais qui auraient envie de peut-être changer certains comportements ou adopter une consommation qui est plus sécuritaire. Donc, je ne peux pas vous présenter tous les résultats, mais essentiellement, on vient de compléter les deux études randomisées contrôlées. Dans les deux cas, en fait, on a des signaux assez clairs, en fait, que les applications sont bien reçues, sont utilisées, sont acceptables et qu'on peut les mettre en place dans des contextes où les gens ont des troubles de santé mentale plus sévères. Et on a aussi certains signaux, en fait, particulièrement pour I Can Change, qui auraient des effets bénéfiques, en fait, là, sur les problèmes associés à la consommation de cannabis. Donc, je pense des voies qui vont peut-être nous permettre d'accélérer un peu l'effort pour mieux intervenir pour la consommation de cannabis dans une perspective de réduction des risques, spécifiquement pour les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Je vous parle d'alcool. Donc, je vous parlais tantôt du fardeau associé à cette substance-là, même si, puis je pense que ça vient, il y a l'effet d'habituation, évidemment, à l'alcool et ses conséquences. Je pense qu'il vient de différents facteurs, mais un des facteurs, évidemment, c'est cette substance qui est largement régulée, qui est mise en marché, qui est très présente au quotidien. Ou on dirait parfois même, on voit de la stigmatisation inversée, là où c'est les non-utilisateurs qui sont parfois dans certains contextes stigmatisés. Il y a encore de la stigmatisation, évidemment, pour les gens qui ont une consommation problématique. Mais tout ça pour dire que quand on regarde les données, j'espère qu'elles ne sont pas trop petites, mais essentiellement, ce que ça nous montre, c'est que la très large majorité des gens consomment de l'alcool. On parle de plus de 80% là, des gens qui ont consommé de l'alcool dans les 12 derniers mois. Et lorsqu'on regarde, en fait, ce qu'on appelle la consommation excessive d'alcool, donc au moins plus de 5 consommations dans une même occasion, on parle là, de 30-40% de la population dans les 12 derniers mois. Donc, vous voyez, là, une très, très large partie de la population, un grand nombre de gens qui consomment de l'alcool, mais surtout qui vont consommer de l'alcool de façon qui est à plus haut risque d'avoir des conséquences là, sur la santé et le bien-être.
On a aussi des données internationales, et notamment là, de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous indiquent, d'abord qui caractérise là, et qui va catégoriser les types d'usages en fonction de la fréquence et en fonction du risque que va poser cet usage-là. Vous avez ça à l'écran à gauche sur le plan de la santé. Et essentiellement, encore là, de tourner de façon positive. Évidemment, l'aspect plus négatif, c'est qu'on voit à quel point l'alcool au niveau populationnel a un effet marqué, mais surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des études qui nous montrent que lorsqu'on diminue, en fait, on change de catégorie de risque, d'intensité de consommation d'alcool, on voit des effets bénéfiques sur une panoplie d'indicateurs de santé, autant sur le plan de la santé mentale, évidemment, mais aussi sur le plan de la santé physique, la consommation de soins de santé, la qualité de vie. Donc, toutes sortes de, encore là, vous le voyez, puis évidemment, la fréquence de consommation d'alcool, même si ce n'est pas facile de changer pour certaines personnes cette fréquence-là, mais on a un comportement potentiellement modifiable qui est directement associé à une amélioration de la santé, à un usage qu'on peut certainement qualifier à plus faible risque. Les stratégies, en fait, pour traduire, en fait, je dirais, cette connaissance-là de certains facteurs, puis particulièrement liés à je dirais, évidemment, à la fréquence de consommation. Il y a aussi des interventions qu'on peut faire au niveau notamment du contexte de consommation, par exemple, avec la conduite automobile, sont très variées. Puis je dirais, ce que vous avez là s'applique également au cannabis ou à d'autres substances, évidemment, puis je vais y revenir, là, mais il y a évidemment des politiques publiques. J'en parle moins aujourd'hui, mais on pourra certainement en discuter, ça en intéresse certains, parce que dans le cas de l'alcool, je pense qu'on a des politiques qui certainement vont influencer les comportements d'usage. Il y a évidemment des stratégies plus populationnelles, jusqu'à des interventions, je dirais, individuelles pour la population dite générale et des interventions pour des populations un peu plus haut risque dont je vais vous parler. Puis c'est là, je pense qu'il y a peut-être des pistes intéressantes ou des modèles qu'on pourrait utiliser dans un contexte où des gens présentent aussi, en plus d'une consommation d'alcool régulière, qui présentent aussi un trouble de santé mentale plus sévère. On a au Québec, puis bon, d'ailleurs, c'est des partenaires là, qui sont là aujourd'hui, Éduc-Alcool, qui est là depuis maintenant bien longtemps pour parler d'alcool avec les Québécois et les Québécoises. Il y a une panoplie, vous avez le site web là, évidemment, où il y a de l'information sur l'alcool. C'est, je dirais, une ressource vers laquelle se dirige une bonne partie de la population, puis qui est aussi, dans certains contextes, utilisée par certains cliniciens, probablement pas assez, mais où on retrouve des outils, notamment, vous le voyez, là, pour compter ses verres, catégoriser, en fait, ou considérer ce qu'est une consommation standard. D'ailleurs, les cliniciens dans la table, probablement, vont sourire, là, mais moi, je suis surpris de semaine en semaine quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils entendent par 3 consommations, là. Puis souvent, la 3 consommations, finalement, s'avère, quand on fait les conversions, s'avère être 12 ou 15 consommations, parce que la consommation est d'1 litre, puis c'est 10% la bière. Donc, je pense que ces outils-là peuvent être très utiles, ne serait-ce que pour les consommateurs, peu importe que leur consommation soit pathologique ou pas. Donc, on a la chance d'avoir cette ressource-là, je pense, puis qui peut être utilisée, y compris dans un contexte. Ça n'a pas été pensé dans un contexte clinique, mais c'est des outils qu'on peut intégrer certainement au suivi pour faire en sorte qu'on a à tout le moins une compréhension commune avec les gens qu'on va accompagner de ce qu'est la consommation d'alcool. On a au Canada, on avait en fait des directives de consommation d'alcool à faible risque que vous avez devant vous. Je vais vous parler un peu là, des travaux plus récents qui ont été faits, d'ailleurs qu'au Québec, qui ont soulevé un peu de polémique, mais donc avec des recommandations relativement alignées, je dirais, avec ce qu'Éduc-Alcool prône et prônait, entourant là, des recommandations qui sont ajoutées en fonction des hommes et des femmes en termes de consommation par semaine. Là, le classique, c'était 15 consommations placement pour les hommes, 10 consommations par les femmes, avec un nombre de consommations par jour là, de 2 et 3 respectivement là, pour les femmes et les hommes, des recommandations d'éviter de consommer de l'alcool pour les femmes enceintes et des recommandations qui sont ajustées évidemment pour les plus jeunes dans un contexte où ils sont autorisés à consommer de l'alcool. Et donc, je dirais qui ont été, encore une fois, qui sont disponibles depuis longtemps, c'est dur d'avoir des données là-dessus sur comment elles sont intégrées à l'accompagnement des gens, particulièrement dans un contexte de santé mentale. En fait, les données sont pratiquement inexistantes ou pas robustes, mais on peut penser que ce sont des données qui sont relativement rarement ou pas suffisamment intégrées, dans le fond, dans le suivi des gens qui consomment de l'alcool, surtout dans le contexte d'une substance qui est largement consommée et parfois banalisée. On a ici, vous avez devant vous, il y a des travaux qui ont été faits par le CCDUS là, dans les derniers mois sur des recommandations canadiennes sur l'alcool et la santé.
où donc il y a un rapport qui a été fait, certaines recommandations, où là, on venait un peu, jusqu'à un certain point, resserrer ces recommandations-là, parler du fait là, que plus de 2 verres standards par occasion est associé à un risque de méfait pour soi et les autres. Aussi, là, avec cette vous voyez ce qui est en italique ici, là, c'est vraiment là, mot pour mot, là, mais où que vous soyez sur le continuum, pour votre santé, boire moins, c'est mieux, qui vient d'une part, bon, reprendre cette idée qu'effectivement, statistiquement parlant, il y a un risque accru avec des seuils relativement bas d'alcool. Maintenant, il y a eu une polémique, notamment au Québec, sur, dans le fond, comment ce genre de recommandation-là, qui est très strict, quels sont les effets collatéraux de ça. Sur le plan de la stigmatisation des usagers d'alcool, sur le fait que certains avaient la crainte un peu que si on met des recommandations qui sont si strictes, les gens ne vont pas y adhérer parce que c'est irréalisable. Donc, je laisse le débat, ce n'est pas le but de la journée d'aujourd'hui, mais simplement pour vous dire qu'il y a des travaux qui sont faits, des recommandations qui sont plus récentes, puis qui viennent encore là donner des outils qui peuvent potentiellement être utiles auprès des gens là, pour les informer, du moins, sur la consommation d'alcool. Évidemment, puis une autre des critiques, on va parler d'intervention brève, c'est que souvent, ces recommandations-là mettent évidemment beaucoup l'emphase sur les risques, prennent pas en considération, évidemment, là, les raisons pour lesquelles les gens vont consommer de l'alcool et le côté parfois agréable, sans nécessairement qu'il y ait d'effets délétères de cette consommation-là. On a aussi dans le champ de l'alcool, évidemment, puis ça, je pense que c'est une chance. Maintenant, il faut voir comment on le traduit dans nos milieux de soins en santé mentale, des interventions brèves qui ont été développées pour l'alcool, des interventions, vous voyez à droite, là, des interventions qui sont assez simples, puis essentiellement qui visent là, à établir un lien avec quelqu'un, donner une rétroaction sur la consommation d'alcool, soutenir la motivation au changement, puis d'avoir un plan avec la personne, en général, qui peuvent se faire en moins de 15 minutes avec des modèles là, qui ont été développés, manualisés, avec des évidences modérées, ce qui a l'air pas si optimiste que ça, mais qui est assez bien dans nos champs de pratique pour montrer que ça peut améliorer la consommation des gens avec usage à risque ou délétère. Puis des données aussi qui nous montrent que même si les gens disent 5 ou 15 minutes, c'est pas tellement long, mais les données semblent nous indiquer qu'on n'a pas besoin nécessairement d'allonger ces interventions-là pour que ça ait un effet bénéfique. Donc, on peut voir en termes de coût-bénéfice des interventions qui sont possiblement intéressantes et même des stratégies technologiques d'automatisation des interventions par texte, par exemple, qui ont montré en fait qu'elles pouvaient être aussi utiles pour les gens qui consomment de l'alcool, mais encore une fois, pas adapté spécifiquement pour les gens qui ont un trouble de santé mentale. On a au Québec, je dirais, une variante un peu de ça, qui sont mes choix à alcool, qui ont été développés il y a maintenant plus de 20 ans par Simoneau, Landry, Joël Tremblay, un collègue là, qui ont fait vraiment un superbe travail pour développer justement des outils, probablement plusieurs d'entre vous en avez entendu parler, peut-être l'utiliser, qui sont assez maintenant couramment utilisés. Puis il y a plusieurs formulations individuelles guidées de groupe. C'est maintenant un modèle qui a été adapté, utilisé dans plusieurs pays, qui a fait école, qui est facilement disponible. Et donc aussi que je crois dans les milieux de soins en santé mentale, probablement on utilise relativement peu, sachant bien sûr que ces interventions-là n'ont pas spécifiquement été pensées ou conçues pour les gens qui ont un trouble de santé mentale, mais pour lesquels il y a quand même une panoplie de principes qui s'appliquent certainement à ces populations-là. Il y a des interventions structurées, puis c'est là aussi, je pense qu'il y a des modèles ou des choses, peut-être qu'on pourrait aller fouiller là. Il y a des modèles qui ont été développés justement pour faire des interventions structurées, un peu, je dirais, avec la même formule d'intensité, de cadre conceptuel que des interventions pour réduire ou encourager l'abstinence à l'alcool, mais là qui visent vraiment à individualiser la cible thérapeutique avec la personne, des cibles qui sont souvent dans la lignée de la réduction des risques et qui peuvent être, par exemple, de changer ou d'amener la personne à consommer des produits plus sécuritaires dans un contexte qui est moins à risque, avec, là, vous le voyez, des approches qui sont très collaboratives, où on va vraiment individualiser les objectifs de traitement et qui ont montré dans des études avec des devis très robustes, en fait, qui pouvaient avoir un impact positif sur la réduction d'usage d'alcool et les conséquences négatives de cet usage-là. Vous voyez cette intervention-là qui a particulièrement été développée chez des gens qui consommaient de l'alcool de façon très importante et qui étaient en situation d'itinérance, chez qui il y avait une bonne partie qui avait aussi des troubles de santé mentale ou une très grande précarité. Probablement des modèles qu'on pourrait importer et adapter pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale sévères. J'en parle aussi, dernière modalité avant de terminer, une petite minute.
Service de consommation d'alcool supervisé, possiblement, puis je ne sais pas, je serais curieux d'entendre s'il y en a parmi vous qui font partie de ces initiatives-là. Mais donc, implantation dans les derniers mois, dernières années au Québec là, de services de consommation d'alcool supervisé. Évidemment, pour les gens qui ont un usage d'alcool problématique, souvent qui sont en situation d'itinérance, qui ne sont pas admissibles aux ressources d'hébergement usuelles et à qui on va offrir donc un hébergement avec la supervision de consommation d'alcool qui permet aussi une porte d'entrée vers une panoplie de services parce que ces gens-là sont souvent en situation où ils ont d'autres comorbidités, avec une panoplie d'effets maintenant bien étayés dans la littérature à partir là, d'études faites ici, mais aussi ailleurs, qui montrent les bienfaits là, de ce type d'approche-là. On a des exemples à Montréal, notamment une collaboration entre le PAC et le CHUM, OBM aussi avec les partenaires du CIUS, donc une panoplie d'exemples de modalités où là, il y aurait peut-être des choses à penser justement pour les contextes où on a des gens qui ont problématiques évidemment de santé mentale sévère, qui consomment de l'alcool de façon importante, puis qui souvent accumulent les facteurs où en fait, oui, on leur nie l'accès à des services, notamment d'hébergement. Il y a probablement des choses à penser de ce côté-là. Donc, rapidement, simplement pour vous dire, dans le fond, que dans le cas de l'alcool et du cannabis, on a maintenant de très bonnes données scientifiques qui nous montrent qu'on a des facteurs modifiables qui permettent de faire en sorte que les gens vont consommer de façon plus sécuritaire. Il y a des approches maintenant quand même assez diversifiées pour intervenir autant au niveau populationnel, mais aussi au niveau individuel. Dans certains cas, elles sont adaptées spécifiquement pour la santé mentale. Je pense qu'il faut utiliser ces outils-là. Particulièrement dans le contexte de l'alcool, il y a probablement encore des efforts à faire pour adapter ces interventions-là dans un contexte de santé mentale, mais je pense qu'il n'y a rien là qui nous empêche d'intégrer certaines de ces modalités-là dans les milieux de soins en santé mentale, parce qu'encore une fois, ça peut évidemment diminuer fortement la morbidité. On peut penser dans certains cas même sauver des vies. Tous ces travaux, certains en tout cas du moins les travaux qui relèvent là, de mon groupe de recherche, évidemment, ça ne se fait pas seul. Il y a plein de gens ici, j'ai mentionné à poste de Lucy Chester, il y a les travaux sur l'application numérique, là, Ovidiu Tatar, Stéphanie Coronado-Montoya, une panoplie de gens ici et d'ailleurs là, qui ont travaillé là-dessus. Je remercie bien sûr les organismes subventionnaires qui ont financé ces travaux-là et je m'arrêterai maintenant ici. Merci beaucoup, je vous rejoins pour la période de questions. Même règle que tout à l'heure. Peut-être le temps que des gens se déplacent dans la salle. Est-ce qu'en ligne, on a des questionnements? Oui, merci. On a une question autour de l'application I Can Change. Pourquoi en anglais? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est en français? C'est en français. Il y a une version anglaise, mais il y a une version française. Une version française. Même chose pour Champs. Et est-ce qu'on a des résultats préliminaires autour de l'effet de ce type d'application-là, parce que vous avez évoqué là, des effets faibles ou modérés pour la population générale? La première étude était une étude sur toute faisabilité, donc pour voir si les gens utilisaient l'application, les gens complétaient l'étude, participaient, puis ça, on a montré ça avec des taux intéressants, où essentiellement les gens semblent adopter cette intervention-là à des taux qui sont très comparables, même super souvent ce qu'on voit avec les interventions numériques, même comparables à de l'intervention face à face. Puis c'était pas une étude d'efficacité, donc c'était pas une étude pour confirmer l'efficacité, mais on avait quand même des mesures d'efficacité, puis qui semblent nous indiquer qu'on avait des signaux positifs. Qu'il va falloir évidemment confirmer dans des études d'efficacité plus larges. C'est bon. Écoutez, moi j'en ai des questions. Plein. Allons-y, assoyons-nous, on jase. C'est ça, non, on va garder ça dans un temps raisonnable. Petite question, petit détail sur l'alcool, l'évolution de la consommation d'alcool dans le temps, parce que vous nous avez présenté pour le cannabis, l'alcool, est-ce que globalement ça va mieux, ça dégénère, la pandémie, ça nous a fait plonger, ça ressemble à quoi? Bien, étonnamment, il y a une tendance générale à une certaine diminution de la consommation d'alcool. Il y a plein d'hypothèses qui ont été mises là-dessus. Puis évidemment, on est dans un contexte où on a légalisé. Il y a eu la pandémie, il y a eu le post-pandémie. Fait que c'est difficile un peu. Les jeunes on semble aussi voir des profils de consommation qui semblent un peu différents dans la nouvelle génération et les plus jeunes. Mais donc, l'alcool semble peut-être un petit peu moins consommé. Il reste qu'on reste à des taux qui n'ont rien à voir avec l'usage des autres substances, là, très, très, très élevés. Mais dans l'ensemble, il y a peut-être certains signaux qui sont positifs, malgré un contexte quand même où on est dans une mise en marché qui est assez proactive pour peut-être un euphémisme. Ouais. Ben justement, peut-être autre point. Ben allez-y, tiens. Jean-François de la CSM. Tiens, ta réponse m'a allumé sur une question, en fait.
Les données viennent de sortir là, sur les consommations des jeunes, puis on voit une tendance à la baisse qui est là quand même depuis pas mal de temps, même avant la Covid. Mais on voit aussi des changements des pratiques des jeunes, donc plus d'isolement, moins de socialisation, et on sait que souvent chez les jeunes, l'usage de substances est souvent en lien avec les moments sociaux. Est-ce que c'est, selon toi, avec ton regard un peu de clinicien, une bonne ou une mauvaise nouvelle en fait au niveau de la santé mentale, puisqu'on a affaire à une génération qui est beaucoup plus isolée. Alors certes, elle consomme moins, mais qui présente des enjeux d'isolement, d'anxiété et de dépression qui sont quand même assez élevés. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un peu un changement là, dans les pratiques des jeunes à ce niveau-là? Merci du commentaire. Puis je pense que c'est des nuances super importantes et pertinentes. Alors, oui, je suis inquiet. Je pense que j'ajouterais à ça aussi la résilience, qui est un peu plus difficile à mesurer simplement au niveau populationnel, là, mais je pense qu'il y a quand même passablement d'experts qui se questionnent aussi sur les stratégies de coping, les capacités de coping, faire face à l'adversité de cette génération-là. Moi, évidemment, on a des signaux positifs sur le plan de la consommation de substances. Moi, l'inquiétude que j'ai, j'allais dire curieux, mais c'est plus de l'inquiétude, c'est que ces jeunes-là, évidemment, quand on est adolescent, il y a certaines stratégies où on est isolé, mais quand ces gens vont arriver sur le marché, ils vont devoir aller travailler, vont devoir s'exposer, comment la substance, qui a toujours été un mécanisme d'adaptation, de stratégie de coping, surtout pour les gens qui ont peut-être un peu moins de stratégies de coping diversifiées, comment on pourrait peut-être voir des tendances au niveau de la consommation à la hausse chez ces jeunes-là qui arrivent à l'âge adulte, puis qui font face à toutes sortes d'adversités qui viennent avec l'âge adulte. Merci, Jean-François. Bonjour. Catherine Filion, psychoéducatrice aux unités d'hospitalisation en psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval. Petite question, là, je voyais vraiment là, comme vos données là, en termes avec la légalisation, on voit une hausse un petit peu de la consommation, mais quand même stable. Ce que j'observe moi beaucoup chez mes usagers, c'est que souvent, la consommation, c'est quand même un enjeu qui est assez prédominant là, dans la psychose toxique. Puis je me demandais, est-ce que depuis la légalisation, on voit une hausse des psychoses toxiques chez la clientèle? Puis si oui, qu'est-ce qui est mis en place ou qu'est-ce qui est anticipé pour diminuer les risques chez cette clientèle-là? Puis est-ce que notre système est prêt à recevoir cette hausse-là? Parce que ce qu'on voit aussi... Alors, on a des indicateurs qui montrent, oui, qu'il semble y avoir plus de psychose toxique. Beaucoup d'indicateurs qui viennent du système de soins. Je pense qu'il faut les prendre avec des pincettes parce surtout en psychiatrie, il y a vraiment beaucoup plus de conscience des effets potentiels. Puis il y a eu beaucoup évidemment, ça a été médiatisé beaucoup, les effets potentiellement délétères du cannabis sur la psychose. Fait que je pense qu'on détecte davantage, mais il y a quand même plusieurs indicateurs, puis ici et ailleurs, qu'il y a plus de gens qui se présentent dans des situations où ils présentent des symptômes psychotiques associés à la consommation de cannabis. On a des données sur l'usage qui montrent que l'usage est relativement stable ou même un peu à la baisse dans certains groupes d'âge, mais la puissance des produits, clairement, est à la hausse. Puis à mon avis, ça va plus rapidement qu'on pense. Donc, les courbes qu'on voit depuis le début des années 70 continuent de s'accentuer. Puis je pense que c'est probablement plus ça que la fréquence de consommation, tout ça qui contribue peut-être à une tendance à l'augmentation de conséquences sur le plan psychotique. La bonne nouvelle derrière ça, c'est que ça, on a des pouvoirs. On a des pouvoirs législatifs au niveau de la santé publique, on a même au niveau individuel où on peut intervenir sur le type de produits que les gens consomment. Il faut juste utiliser ces leviers-là, à mon avis, pour renverser un peu cette courbe-là. Merci. Ben, merci beaucoup. Attention, Phil. Merci à vous.